Salut à tous, vidéo un peu spéciale, on va voir comment atteindre les 5 chiffres dans son business grâce à une bonne organisation, grâce à une bonne productivité. Et pour ça, j'ai invité Valentin Henley, donc qui est numéro 1 en France dans tout ce qui est agence web, développement d'agence web, digital, etc. Il a fait l'amitié de venir dans notre podcast et on va voir justement aujourd'hui les différents tips, comment lui il s'est organisé, comment il a réussi à produire et comment il a réussi à développer, à scaler son activité grâce à une bonne organisation. Il n'y a pas de truc de vendeur de rêve, de tout ce que vous voulez. On part de la base et on voit tout simplement comment il a évolué. Il nous explique tout ça. Mais je travaille avec lui maintenant depuis presque 2 ans. Je suis coach dans son écosystème, dans le programme AGS, où justement pendant 3 mois, on accompagne les entrepreneurs qui veulent lancer leur agence web, qui veulent lancer ou qui veulent pérenniser leur agence web. Et en discutant avec lui, on a remarqué la problématique commune qui est l'organisation, la productivité lorsqu'on se lance à son compte, parce qu'on n'a pas forcément toutes les bonnes pratiques. Lui, il nous explique comment il a fait. Je vous embête pas plus et je vous laisse écouter ce podcast où il y a énormément de pépites et je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Alors, comment maximiser votre productivité, votre organisation pour atteindre les 5 chiffres dans votre activité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast avec Valentin Henley. On vous le présentera juste après. Salut Kev, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien, merci. Et toi, comment vas-tu en ce début d'année? Ça va très très bien. Meilleurs vœux à tout le monde si vous écoutez ce podcast durant le mois de janvier. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de répondre à cette question, à vous donner les clés de comment vous organiser le mieux possible, comment gérer votre temps le mieux possible pour atteindre les 5 chiffres dans votre activité professionnelle. Surtout si en plus vous débutez, vous allez voir que il y a différentes steps d'organisation en fonction du chiffre d'affaires qu'on veut faire, en fonction du développement de son activité. Et donc, on reçoit Valentin Henley. Alors, pour ceux qui le connaissent pas, il se présentera rapidement tout à l'heure, mais il est fondateur de l'agence web Vauclair. Il est également le fondateur du programme AGS qui accompagne les agences web justement à faire leur première 20 000 euros. Et c'est évidemment un YouTuber également. Sa chaîne a plus de 30 000 abonnés. Et il y a vraiment des pépites concernant le business, concernant la gestion. Alors, on parle beaucoup de gestion d'agence, mais de gestion d'entreprise globalement, pas mal de mindset. C'est vraiment une pépite. Allez faire un tour sur sa chaîne. D'ailleurs, si vous le connaissez pas, exactement. Ce que je te propose, Kev, c'est qu'on lance le podcast. Et puis, on va voir comment maximiser votre productivité et votre organisation pour atteindre les 5 chiffres dans votre activité. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour Kevin, bonjour Valentin. Salut Pascal, salut Val. Hello, hello. Bienvenue à tous. Ouais, bienvenue aujourd'hui dans OBT. On reçoit Valentin qui nous a fait l'amitié de venir. Il va nous parler justement de lui, sa façon de s'organiser. Parce que l'objectif, c'est de réussir à maximiser votre productivité, votre organisation pour atteindre les 5 chiffres dans votre activité. Et Valentin est justement très bien placé pour nous en parler. Je te laisse te présenter rapidement et puis après on te posera quelques questions puis on verra un petit peu les fils qu'on va tirer pour vous donner évidemment des solutions à tout ça. Yes, bah écoute, déjà merci pour l'invitation et très cool d'aborder ce sujet parce que ça a été déjà il y a quelques années maintenant, depuis 2016, quand j'ai monté mon agence, quand je suis devenu freelance marketing, ça a été ma première obsession, atteindre les 5 chiffres par mois, les fameux 10 000 euros, puis 15 et 20 000 euros en étant solo. Donc très heureux d'en parler aujourd'hui. Et alors ça a été ma propre obsession au début, comme je le disais, en vendant mes propres services et puis ça l'est toujours de façon indirecte aujourd'hui en accompagnant des milliers d'agences maintenant. D'ailleurs, vous faites partie de l'aventure vous-même en tant que coach également. Donc, comme vous le savez bien, donc, on accompagne des agences dans leur lancement et leur développement. Et donc, justement, on parle beaucoup de tout ça. Comment optimiser son temps en tant qu'entrepreneur
pour être capable, d'augmenter toujours les plafonds de chiffre d'affaires qu'on est capable d'absorber en étant seul? Comment est-ce qu'on fait pour optimiser son temps sur la prospection, la productivité la production, le delivery des clients pour être capable de toujours gagner plus sans avoir à déléguer, recruter et cetera? C'est souvent le combat du freelance et puis, éventuellement après on pourra même parler de la productivité, de la délégation, avec une équipe, si on a Yes, le temps. tout à fait. Ouais, Euh, exactement. Eh ben, t'as tout à fait résumé ça. C'est vrai que nous, c'est ce qu'on voit un petit peu dans les différents accompagnements coaching qu'on peut faire, c'est cette problématique au niveau de l'organisation, au niveau de la productivité. Très souvent, il y a tellement de choses à faire quand on est solo qu'on ne sait pas par où commencer. Est-ce que toi, Valentin, tu as vu une différence entre le tout début, quand tu as commencé on va dire, ton activité, et aujourd'hui, ton activité actuelle? Est-ce que tu as vu une évolution dans ton organisation déjà? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des paliers pour s'organiser? Hem Excellente question. Ouais, bonne question. Il y aurait plusieurs réponses possibles à ça. La première déjà, c'est qu'il y a une chose qui a drastiquement changé dans la façon dont je prends mes décisions aujourd'hui, donc j'organise mon temps. En fait, c'est sur, j'ai envie de dire qu'il y a maintenant, il y a plusieurs, niveaux de surface dans mon organisation. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, mon niveau d'organisation, c'était vraiment la 1 des surfaces, c'est les opérations pures et dures. C'est-à-dire que j'allais prospecter, j'allais produire et je me contentais de ça en réalité, hein. Je faisais de la vente et de la production à journée longue. Et donc, c'était toujours de l'opérationnel pur et dur. Ce qui a changé depuis, c'est que je valorise davantage maintenant le temps de donc la productivité sur tout ce qui est, stratégique, les réflexions, la vision, prendre de meilleures décisions. Donc en fait, je dirais que ce qui a principalement changé, c'est que au début, bah, mon calendrier était plein de tâches opérationnelles, là où aujourd'hui j'essaie d'en avoir le moins possible pour me concentrer davantage sur le stratégique. C'est la première chose qui a changé. Maintenant, c'est plus une question de chiffre d'affaires et de nouveaux challenges et défis, qu'une question de compétences pures. Si j'étais toujours freelance aujourd'hui, toujours seul dans ma boîte, forcément, je serais toujours dans l'opérationnel aussi au quotidien. Ce qui a changé par contre, si on parle vraiment purement de productivité et d'organisation, c'est la façon dont je vais prioriser mes tâches. Ok. Hem Au tout début, je j'éteignais des feux, comme on dit. Il y avait un incendie à droite, un autre à gauche et puis je courais de l'un à Tu l'autre. faisais le pompier. Toujours, toujours le pompier et donc en fait, je réagissais, c'est toujours voilà, encore une fois, au premier niveau, à la surface de la productivité, donc j'étais toujours en réaction à ce qui arrivait, au lieu d'être dans, l'anticipation et dans une organisation intelligente. Ce qui fait qu'au final, ben, j'avais des journées qui étaient extrêmement déstructurées, je pouvais regarder mes emails 18 fois par jour, répondre au téléphone dès qu'on m'appelait, ce genre de choses. C'est un peu pour l'illustrer, mais c'est que j'étais en réaction à mon environnement, alors qu'aujourd'hui, je vais maîtriser autant que possible mon environnement. Des fois, on peut pas le faire à 100%, mais en tout cas, j'essaie de le faire autant que possible. C'est-à-dire que mon téléphone va être en mode silence quand je fais une session de travail intensive. Je regarde mes emails à des moments bien définis de la journée. Je vais choisir ce que je fais. Et donc, en fait, c'est vraiment ce qui est drôle, c'est qu'on pense que on pense souvent que c'est le chiffre d'affaires qui permet ça, l'équipe qui permet ça, mais en fait, ça a été le fait de prendre la décision que je suis maître de mon temps. Je suis en maîtrise de ce que je devrais faire de mon temps, de ce qui mérite mon temps et mon attention. Donc à partir de là, ça doit se voir dans mon agenda. Donc c'est, je dirais, la principale différence entre le début et aujourd'hui. Ok, super intéressant d'être maître de son temps. C'est C'est une idée qu'on essaye souvent de faire ressortir. ouais, parce que et je pense que c'est un vrai état d'esprit Ouais. par rapport à ça. C'est pas de dire ah bon bah de toute façon c'est comme ça, j'ai pas le temps et puis voilà. Je pense qu'il y a des choses à mettre en place. Et toi, t'as vu à partir de quand tu dirais au moment où t'as commencé, tu t'es dit oula c'est pas possible d'éteindre les feux tout le temps, je vais jamais tenir. On va dire si t'as je sais pas au bout d'1 an, au bout de 2 ans, tu t'es dit allez il va falloir que je commence à me structurer et comment tu t'y es pris? Est-ce que tu t'es fait former? Est-ce que tu es allé voir des personnes ou tu t'es inspiré de personnes, soit dans les bouquins, soit sur les YouTube ou quoi? Mmh. Comment tu as géré ça au départ? C'est pas en termes de temps, si c'est pas au bout d'1 an ou 2, c'est, tu vois, à quel chiffre ou à combien de clients, mais à quel a été le premier palier finalement? Ouais, je pense que ça a toujours été au fond de ma tête parce qu'il y a toujours cette idée de: «OK, je suis seul, j'ai que 24 heures dans ma journée, comment je peux faire pour optimiser ces 24 heures?» Mais matériellement, ça s'est jamais fait concrètement avant, je dirais, donc je me suis jamais vraiment appliqué à ma productivité, à mon organisation avant, je dirais, la fin de ma deuxième année. Pourquoi? Parce que à la fin de ma deuxième année, j'ai commencé à réaliser que j'étais à un plateau. En fait, je me suis intéressé à la productivité et quand je dis productivité au sens large, c'est-à-dire, à l'organisation de mon temps et à la
prise de maîtrise de mon temps, quand je me suis rendu compte que depuis, peut-être, 1 an, j'avais pas bougé en termes de chiffre d'affaires. Parce qu'au début, donc les 6 premiers mois, j'ai vraiment galéré, ne serait-ce qu'à faire 1 000 balles par mois. C'était très compliqué de trouver les premiers clients, j'avais un mauvais offre, mauvais pricing et cetera. Grâce à un mentor, cette partie acquisition clientèle et offre s'est réglée au bout de 6 mois et donc je suis tout de suite passé, donc ça a été du tout au tout, hein, de 1 000 balles à 10 000 balles par mois, en 30 jours à peine. Et après, alors de 10 000 à 15 000, ça s'est fait sur les 6 mois suivants et ensuite ça a stagné autour de 15, entre 12 et 20 000. Tu vois? Il y avait des dents de scie un petit peu, mais toujours entre 12 et 20, donc autour de 15 en moyenne. Et donc c'est au bout d'1 an à stagner autour des 15 000 en solo que je me suis dit: «Tiens, il y a quelque chose qui pose problème». Parce qu'aujourd'hui, je bosse 80 heures par semaine, donc c'était à l'époque ce que je me suis dit. Je me suis dit: «Aujourd'hui, je bosse 80 heures par semaine, je passe mon temps à produire. Quand je perds un client, je trouve du temps pour aller prospecter et je le remplace». Mais au final, ma vie ne change pas. C'est-à-dire que Mmh. tous les jours, là, pendant 20 ans, je pourrais continuer de venir bosser à mon café tous les jours, continuer ma même productivité et je serais toujours à 15 000 par mois. Le truc, c'est que bah, je veux une Porsche. Et les 15 000, ça peut être un peu short. Donc, comment est-ce que je fais pour passer de 15 000 à 100 000 par mois, sachant qu'aujourd'hui, tout mon temps passe à la prod. Et c'est là où je me suis rendu compte que, du coup, je reviens un peu à mon idée première, c'est Ouais. qu'il y a plusieurs niveaux d'approfondissement de la productivité de l'organisation. Bah, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais en surface, je ne faisais que de l'opérationnel et que je prenais même pas une demi-heure dans ma semaine pour réfléchir à ma propre boîte, à comment je peux faire avancer ma propre boîte. Et donc, ma première étape à partir de là, ça a été d'instaurer des moments de réflexion stratégique avec alors, tiens, je l'ai devant moi, les fameux carnets noirs là. Je prenais Les mon fameux carnet, carnets. ouais, le carnet et le stylo. Je vais dans un café, dans un lobby d'hôtel ou peu importe. Je m'interdis de prendre mon téléphone ou mon ordi et de penser production, clients et autres. Et je pense à ma propre boîte. Ça a été ma première étape. Mais c'est venu à cause de la stagnation. Ok, super intéressant. Donc en fait, tu dirais que tu as remarqué que tu stagnais, que, on va dire, financièrement, tu voulais plus. Donc tu t'es dit, si je veux plus, il faut que je fasse une action ou des actions pour me permettre de faire plus de chiffre d'affaires. Et donc c'est passé par ton organisation ou globalement ta productivité, c'est Exactement. ça? J'ai toujours eu en tête, ça c'est un truc que j'ai toujours eu en tête, c'est que ce sont les actions qui créent les résultats. Donc inversement, si j'ai un certain résultat, ça vient de mes actions. Si aujourd'hui je stagne à 15 000 par mois, c'est parce que je devais faire une action qui créait les 15 000 par mois et qui me bloquait à 15 000 par mois. Donc ma réflexion, ça a été: «OK, quelles sont les actions des gens qui sont au-delà des 15 000 par mois?» Et pour ça, j'ai été en rencontrer quelques-uns, j'ai été parler avec certains, j'ai recontacté mon mentor qui était bien plus que ça évidemment. En analysant un peu la situation, en me comparant, ce que je fais depuis tous les ans pour chacun de mes nouvelles problématiques, bah, j'ai compris que les gens mettaient du temps sur leur business et pas seulement sur leurs clients. Et forcément, j'ai changé mes actions pour la suite du temps. Mais ça a supposé de travailler ma productivité et mon organisation parce que, comme j'étais déjà à fond sur la productivité, le delivery, Ouais. la La production, la livraison, production, la livraison. bah, Ouais. il fallait que j'arrive à faire de la place dans mon agenda pour faire rentrer l'aspect productivité et réflexion. Ok. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent, hein, le temps il se crée pas, donc tu étais obligé de réoptimiser ça. Puis finalement, l'idée qui ressort de ça, c'est que la première étape, c'est l'introspection, c'est enfin cette partie de réflexion, de se poser les questions sur, bah, comme tu disais, sur les actions et sur bah, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que j'en suis actuellement et qu'est-ce que je peux modifier bah, pour bah, renforcer ce qui va bien, et peut-être éliminer ce qui va pas, etc. Mais voilà, ça passe déjà par la réflexion et l'introspection. Exactement. Euh, c'est souvent la première étape. Ouais. Ouais. Ok. Et Et est-ce ouais. que... Vas-y, excuse-moi. Non, 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 je disais excuse-moi, vas-y. simplement que c'est comme tout, on peut pas, passer d'un type d'action à un deuxième type d'action sans d'abord faire une petite pause réflexion sur: «Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que ça m'a produit comme résultat? Et qu'est-ce que je dois changer pour avoir d'autres types de résultats?» Il y a forcément un sas, de réflexion entre 2 actions différentes. Ok. Et est-ce que ça t'a coûté de le faire? Coûté, pas au sens monétaire du terme, mais coûté en termes d'énergie ou mentalement? Est-ce que ça t'a coûté quelque chose de switcher cette organisation-là? De l'organisation que tu avais au tout début à Alors la oui, ça m'a suivante? coûté et en réalité dans les 2 sens du terme parce que, la réalité c'est que je me voyais pas dormir moins que je le faisais déjà. J'avais déjà arrêté de faire du sport à ce moment-là, ce qui était pas une bonne décision non plus pour ma santé et donc une chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris le client que j'aimais le moins. Donc voyons, soyons honnêtes, hein, j'ai pris le client avec lequel je m'entendais le moins, celui qui me faisait moins kiffer au quotidien, celui qui me prenait le plus la tête et j'ai «viré mon client» entre guillemets et ce que je me suis promis, c'est que le temps que j'ai libéré en virant ce client, c'est du temps qui allait être alloué à ces nouvelles réflexions stratégiques.
Alors, ça n'a pas été une grosse baisse, c'est un client j'ai aussi pris volontairement un client qui me rapportait pas tant que ça, on s'entend. Je crois qu'il était autour de 1 000 balles par mois. Donc, je me suis allégé de 1 000 € par mois, de revenus récurrents pour me libérer du temps et OK. je l'ai fait aussi pour ma propre discipline parce que techniquement, j'aurais probablement pu trouver 1 heure de plus dans ma journée. Le problème, c'est que je voulais sacraliser, ce moment que j'avais passé à la réflexion et la seule façon de le faire, c'est que ça me coûte quelque chose. Donc cette perte financière de ce client, c'est ce qui m'a motivé à mieux valoriser ce temps de réflexion derrière. Donc ça a été la 1re chose que ça m'a coûté concrètement. Et la deuxième, ça a été, alors, est-ce que ça a été un coût au niveau de l'énergie? Non. Techniquement, en termes d'énergie, tu sais quoi? Je mentirais si je disais que ça m'a coûté de l'énergie. Oui, ça m'a demandé un nouveau type d'énergie psychologique parce qu'avant, je mettais 100 de mes réflexions et de mon énergie dans la livraison des clients, chez les clients et cetera. Donc ça m'a demandé de développer un nouveau niveau de réflexion pour moi-même et pour tout te dire, au début, ma plus grosse difficulté, c'est que je culpabilisais beaucoup de faire mes réflexions parce que je me disais: «Tiens, je pourrais être en train de produire pour un client». Ouais, en Ouais, train de ouais, bosser. j'avais pas Ouais. l'impression de travailler. Je me disais: «Putain, aller dans un café, boire un café en écrivant dans mon carnet, c'est pas du taf» et donc j'avais beaucoup de culpabilité. Ça a été le plus gros poids au début. Surtout que j'avais renoncé à de l'argent pour ça. Mais sinon, ça a pas été réellement une douleur de le faire dans le sens où quand je l'ai au contraire, ça a été un second souffle parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre pourquoi je stagnais et comme, tout entrepreneur, c'est les perspectives d'avenir et de croissance qui m'excitent. Donc forcément, dès que j'ai compris que ce temps que j'allouais à ça, oui, je culpabilisais, mais ça me permettait d'aller plus loin, bah, ça m'a donné un regain de motivation. OK. C'est super intéressant ce que tu dis là parce que c'est principalement la cause de 90% des entrepreneurs qui culpabilisent, soit parce qu'ils se disent: «Tiens, je vais prendre 1 heure pour aller marcher ou pour aller, sortir un peu, m'aérer ou aller prendre un café ou faire une réflexion stratégique», parce que justement, ils ont cette impression que c'est pas du boulot. Et on en parle on avait fait un webinaire avec Kevin sur le mode hard life et smart life, où justement, moi j'avais mon père, il était comme ça, quoi. Il fallait bosser, bosser, bosser. Et t'as pas, si tu prenais une pause, ah non, tu bosses pas si tu prends une pause, quoi. Et en vrai, alors, lui, il n'était pas entrepreneur. Il n'a pas l'esprit entrepreneur, donc je pense que c'est peut-être différent. Mais quand on est entrepreneur, euh, si on n'est pas capable justement de passer au-delà de cette culpabilisation, ça peut être très compliqué, je pense, de tenir sur le long terme, que ce soit même un chiffre d'affaires ou même la motivation. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses ou ce que vous en pensez, mais je pense que si on n'est pas capable de se dire ce que je suis en train de faire là, j'ai pas les résultats tout de suite parce que quand tu écris sur un carnet, quand tu vas boire un café, quand tu vas dans un hôtel 5 étoiles, essaie juste pour avoir un peu cette ressource mentale, et ben si on n'est pas capable de passer par cette étape-là, en se disant j'avance pas dans mon business, bah pour moi on tourne en rond en fait, on rentre dans un cercle un peu vicieux là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis très aligné avec ça. Ouais, ouais, bah pareil, hein, de toute façon, si tu prends pas le temps de réfléchir, en fait, ça, ça tient à ça finalement, c'est réfléchir, juste pour se rendre compte de ce qui marche, de ce qui marche pas, de ce qu'il faut corriger. Il y a rien qui se fait en un jour, que ce soit construire une boîte, que ce soit réorganiser son temps, même sur des trucs perso, il y a rien qui se fait en un coup. Il faut s'ajuster un petit peu constamment. Donc les temps de réflexion, ils sont obligatoires. Et donc, bah, Val pour en témoigner, mais regardez n'importe quel entrepreneur qui fait du chiffre, bah, c'est quelque chose qu'il fait. Et plus votre business en fait va grossir, plus ces temps de réflexion vont augmenter aussi. Alors Val, je sais pas où t'en es, combien de temps de réflexion tu prends, combien d'heures par semaine tu prends au stade actuel, mais par exemple, je suppose que quand tu as commencé et là à l'heure actuelle, bah, c'est pas la même part de ton temps que tu accordes à ces moments de réflexion pour t'ajuster et pour vérifier que tu vas dans la bonne direction. Ouais, carrément. Alors, au niveau de l'agenda, ça s'est complètement transformé. D'ailleurs, juste avant de répondre à ce point-là, je voulais revenir sur le point que tu disais juste avant, Pascal. Ça peut être un peu dur, mais je pense même que, au-delà du business, que ce soit pour un projet, pour le sport, quoi que ce soit, si une personne n'a pas la capacité à différer la gratification de l'action, c'est-à-dire, à attendre la gratification, même après avoir posé l'action, le succès est impossible. Quelqu'un qui n'accepte pas de ne pas être d'avoir une gratification immédiate, de ne pas avoir de gratification immédiate, ne peut pas avoir de succès, majeur, on va dire.
parce que tout succès majeur vient avec, un cumul d'actions et le sport, je pense que c'est un bon exemple qui parle à tout le monde. C'est que, bah, tu dois galérer quelques mois avant de commencer à avoir des résultats. La perte de poids, c'est la même chose. J'ai perdu, quelques kilos, dans les dernières années et bah, ça s'est fait avec le temps et ça a été avec une frustration immédiate au contraire d'une gratification. Mais la gratification est venue après. Bah, le business, c'est exactement la même chose. Donc déjà, je pense que ça, c'est un trait de caractère avec lequel on peut presque reconnaître ceux qui vont avoir du succès en business, en sport ou autre. Ouais, tout à fait d'accord. Et Kevin, par rapport à ce que tu disais au niveau du temps de réflexion, Ouais. honnêtement, je suis d'accord avec ça et c'est très vrai. En fait, la proportion a explosé. C'est-à-dire que si je dois, vraiment illustrer, je dirais qu'au tout début, donc c'est-à-dire que les 2 premières années où je stagnais justement, je devais être à une demi heure, 1 heure par semaine. Par semaine. Donc c'était très peu. Juste de quoi réfléchir à mes chiffres, ma compta, ma réalité, quoi. À partir du moment où j'ai réalisé ma stagnation, je suis passé à, peut-être c'est flou et ça fait longtemps, mais c'était peut-être 2-3 heures par semaine. Ouais. Hem, Découpé avec, comme je disais, sur le temps de travail pour mon client et généralement, moi, j'aimais bien, faire des petites demi heures de production tous les jours. Donc du coup, je dirais peut-être 2-3 heures par semaine. Aujourd'hui, je dirais que c'est de entre 20 et 25 heures par semaine. Le truc, c'est que c'est, une autre forme de réflexion. Ouais. Il y a toujours, je dirais environ 4 à 5 heures par semaine où j'ai une réflexion avec mon carnet et mon stylo dans un lobby d'hôtel. Donc une réflexion où j'ai les yeux dans le vide et juste je pense. Mais il y a aussi une autre nature de réflexion qui sont les réflexions en termes de management et de meeting avec les équipes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus tellement enfin, j'ai encore des rôles opérationnels, mais pas par exemple sur les pôles de vente, pas sur, le delivery. J'ai des personnes de confiance pour ça, autour de moi et donc en fait, les moments de réflexion sur les pôles delivery ou vente ou marketing, bah, ça se fait dans les moments où je suis en brainstorm avec ces personnes responsables de ces pôles. Donc finalement, la nature de ces réflexions stratégiques a un peu changé. Maintenant, il y a un mélange entre la réflexion avec le carnet et puis avec les gens qui ont la charge de ces différents pôles. Mais ça représente maintenant la majorité de la semaine. Ok, super intéressant. Incroyable. Ouais. Ok. Alors maintenant, si tu avais juste, on va dire, allez, 3 conseils pour la personne qui démarre son activité ou qui est dans le jus en ce moment, qui n'arrive pas à se libérer justement du temps ou qui arrive moins bien à s'organiser, les 3 premières actions selon toi qu'elle doit faire pour se dire, ok, je me libère du temps et ça va libérer derrière mon activité. Pour moi, la première chose alors ça, j'ai eu, je sais pas, la chance de le faire naturellement. Je crois pas que ça vienne d'un livre ou d'une vidéo. J'ai eu la chance de tomber dessus, quasiment immédiatement. C'est que je suis quelqu'un de visuel personnellement. Je pense qu'on est très nombreux en fait, je pense que tout le monde est visuel un minimum. Enfin, Tout le on monde. a tous des je pense qu'il y a plusieurs sources d'apprentissage. Il y a la vision, il y a ce que tu entends, il y a l'éducation, bref. Mais on est tous à un minimum de toutes ces composantes. Donc tout le monde a un fond de visuel et donc la première chose que j'ai envie de conseiller, c'est de matérialiser et rendre votre temps, visuel et pour ça, je donne un exemple tout con, mais le calendrier Apple, le calendrier Google. Moi, ça a été un game changer quand au lieu de faire des to-do list dans mon carnet, je me suis mis à prendre mon calendrier et y mettre mes tâches dedans et faire ce qu'on appelle, et vous avez dû en parler dans vos podcasts, du time blocking. Alors moi, je l'appelais pas comme ça au début, je savais pas que ça avait un nom, mais c'est simplement de mettre mes tâches dans mon agenda, quoi. De me dire: «OK, bah, mardi 10 heures, je fais ça». Hem, Ça a tout changé parce que du moment qu'on prend en fait, c'est facile de dire qu'on n'a pas le temps, quand on ne maîtrise pas son temps et qu'on ne voit pas son temps. Tout à fait. Quand on voit son temps, quand on voit le calendrier et tous les créneaux disponibles, et ben, on est bien obligé d'assumer que c'est nous qui avons la flemme et voilà, on a juste à aller, s'acheter une motivation, une discipline et on va trouver le temps. Donc en fait, il faut assumer les choses et quand tu prends le calendrier devant toi, il devient évident. Ça, c'est la première des choses. Donc prendre un calendrier, rendre le temps visuel, matériel et à partir de là, l'exploiter mieux. Donc c'est-à-dire alors quand je dis exploiter mieux, c'est-à-dire que non seulement on se rend compte qu'on a du temps, maintenant la question c'est de bien occuper ce temps. Parce que le temps, on peut aussi le gâcher, carrément. Exactement. Et donc, la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est de mieux prioriser les actions. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment, parce que c'est plutôt vraiment en phase de scaling que j'ai, creusé ce concept-là. Mais en réalité, je pense qu'on peut l'appliquer dès le démarrage. Je pense qu'il y a une compétence qui est importante, qui est de savoir reconnaître les actions qui vont faire une différence, dans vos résultats. Qui sont impactantes, Voilà, les actions impactantes. Ouais. les fameux effets de levier, comme on l'entend souvent. Mm. Ça a toujours été j'entends effet de levier depuis 10 ans. J'ai jamais vraiment compris jusqu'à être en pleine période de scaling et me faire former par exemple par Alex Hormozy et cetera. Un effet de levier, c'est enfin une bonne décision qui fait effet de levier, c'est une décision qui est prise à partir d'une analyse de sa situation, de ses problématiques,
Donc on établit que pour atteindre notre objectif de cette année, il faut que j'accomplisse telle chose, OK. Quelle est l'action principale qui va m'amener de façon la plus directe vers ce résultat dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif de l'année? Et en fait, le point important ici, c'est qu'une fois qu'on a matérialisé notre temps avec un agenda, il faut remplir cet agenda uniquement avec des tâches qui ont directement un lien avec ces effets de levier, ces actions stratégiques. Et la réalité, c'est que quand on démarre, souvent, on remplit notre agenda avec de la merde et on a très peu, on a peut-être 15-20 de notre temps qui est réellement stratégique et qui fait de levier. Donc ça, c'est le 2e point le plus important, je dirais. Ok. Donc matérialiser le temps, le remplir avec de la qualité. Matérialiser le temps et remplir avec les tâches Ouais. impactantes. Et ça tombe très bien qu'on parle de ça, puisqu'avec Pascal, on vous a préparé 2 cadeaux que vous pourrez télécharger là dans le lien qu'il y a autour de ce podcast, où vous pourrez trouver à la fois un cahier de gestion du temps pour apprendre justement à gérer, à conscientiser un petit peu tout ce dont on parle et puis comment le mettre en application de manière fun et ludique. Et puis, vous pourrez aussi voir un webinaire de 2 heures dans lequel on vous parle des pilotes clandestins et du mode hard life et smart life, et donc de comment en fait juste ne pas avoir la tête dans le guidon et foncer dans le mur sans comprendre ce qu'on fait. Donc voilà, on se retrouve tout de suite dans le lien en description. Et puis la 3e chose, et j'ai pas envie de prendre de gants, c'est d'être discipliné. C'est-à-dire que simplement faire ce qu'il y a à faire quand il faut le faire. Il y a trop de gens qui s'écoutent, trop de gens qui écoutent leurs états d'âme, leurs émotions. Alors je peux comprendre, mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir mettre entre parenthèses sa motivation. La motivation, ça ne paye pas. Ce qui paye, c'est la discipline. C'est bien d'être motivé, c'est bien de trouver des sources de motivation, mais en fait, c'est plutôt, je dirais, enfin, j'ai envie de dire que c'est anecdotique et que ça vient juste mettre du baume au cœur dans les moments où on en a besoin. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la discipline. Donc une fois qu'on a le calendrier, qu'on l'a rempli avec les actions importantes, il faut juste qu'on se rappelle pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, donc ce qui est une motivation en soi. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on devrait être discipliné pour y arriver? Et ensuite, qu'on aille chercher la discipline nécessaire pour faire ce qu'on a prévu de faire, tout simplement. Parce que Exactement. moi, je dois avouer qu'il y a beaucoup de choses que j'ai remis à plus tard parce que j'ai fini dans une série Netflix au lieu de bosser et de faire ce que j'avais à faire. Ouais, tout à fait. Mais je suis d'accord avec toi. Et la motivation, elle est éphémère de toute façon. Oui. La motivation, c'est l'excitation qu'on a au début d'un projet, au début d'un truc, Ouais. mais elle dure jamais. C'est toujours éphémère. Et après, il y a la persévérance. Alors après, persévérance, discipline, est-ce que c'est la même chose? On va peut-être pas rentrer dans ce débat-là. Mais en tout cas, il y a cette notion de... moi, je mets un peu sur le même plan, la persévérance et la discipline. Ouais. Et cette notion de rien lâcher. C'est pas parce que tu n'as plus la motivation de début, là, l'effet un peu waouh du début, que tu dois t'arrêter. Et justement, il y a, je sais plus qui c'est que j'ai entendu parler la dernière fois, il disait, aujourd'hui, les actions que je fais, même si elles ne me font pas plaisir, je le fais pour mon moi futur, que j'ai envie de faire. Et je trouve que, moi, visuellement, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est de se dire, ok, j'ai pas envie de le faire, ça. Mais par contre, le moi futur que je veux être, il aura besoin de faire ces actions-là pour devenir le moi futur. Et je trouve, on l'utilise beaucoup dans le sport, cette image-là, c'est ok, aujourd'hui, tu es à ce niveau-là, toi, tu as envie d'être, n'importe quoi, tennisman professionnel, bah, si tu veux faire ces actions-là, c'est pas pour te faire plaisir au toi d'aujourd'hui, mais c'est pour que tu sois le toi du futur. Et tu as raison que s'il n'y a pas cette discipline, cette persévérance, et je pense qu'il faut aussi un bon why quand même, malgré tout, c'est-à-dire que s'il n'y a pas ce truc qui te fait vibrer, le mec, il abandonne très très rapidement, quoi. Ouais, exactement. Mais le why, il faut qu'il soit corrélé à la réalité. Ça passe du coup par le travail de réflexion dont on parlait juste avant. Et pour la discipline, moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est juste, il suffit aussi de se considérer juste comme un salarié de sa boîte. Une erreur qui est souvent faite au début, en tout cas, je pense, c'est que on a d'un coup plein de temps et d'un coup plein de liberté qu'on n'avait pas forcément avant, pour ceux qui sont salariés avant d'être entrepreneurs. Et donc, en fait, si tu es habitué pendant des mois, des années, en fonction du temps où tu es dans le salariat avant de te lancer, à ce qu'on te dise quoi faire, c'est pas forcément inné au début de d'être discipliné à ce point-là, en fait. Et du coup, de juste essayer de se considérer comme un salarié de sa boîte, de parfois oublier qu'on est juste le patron, c'est-à-dire quand on a fait les 2 premières étapes dont tu parlais, Val, c'est-à-dire de placer sur le calendrier, de remplir avec les tâches leviers, et en fait, c'est juste d'attaquer la journée et de se dire, comme un salarié, bon voilà, là aujourd'hui j'ai ça à faire, je le fais, point. C'est de se mettre un petit peu en pilote automatique, parce que quand on était salarié, t'arrives le matin au boulot, ton patron il te dit de faire un truc, tu dis pas non mais attends parce que
j'ai un nouvel épisode là qui vient de sortir sur Netflix et puis bah j'ai envie de le regarder quoi. Tu te fais virer dans la seconde, donc faut être aussi discipliné qu'on le serait pour quelqu'un d'autre. Que finalement c'est un peu lunaire d'être plus discipliné pour la boîte de quelqu'un d'autre que pour sa propre boîte. Ouais. Donc voilà, de recorréler un peu ça et de se dire ok, bah alors ça dépend de comment on a organisé la journée, par exemple de 8h à 18h. Et bah voilà, je suis salarié et je fais ce qui est écrit. Et après 18h, je fais ce que je veux, je m'en fous. Mais voilà, je m'impose au moins cette discipline-là. Mais ça revient souvent, au sujet de savoir différer la gratification parce que le truc, c'est que les gens se lancent dans le business en se disant: «Je fais ça pour être libre, donc pour pouvoir aller au café quand je veux, faire ce que je veux, quand je veux» et cetera. Et ce aussi parce que c'est ce qui est montré sur Instagram et évidemment. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que cette liberté-là vient après avoir accompli les actions qui font que le business existe et crache l'argent qui rend la liberté possible. C'est ça. Et quand on essaye d'être très libre dès le début, ben, on ne devient pas entrepreneur, quoi. On devient, Ouais. voilà, Ouais, on est un touriste. Ouais. on devient chômeur. Ouais, exactement. Non, mais c'est exactement ça. Mais c'est l'histoire de l'iceberg, quoi, la partie visible de l'iceberg. Et c'est comme si t'as combien d'abonnés toi sur ta chaîne YouTube, Val? 30 000, 31 000. Ok, 30 000. Ça t'a pris combien de temps de les avoir? Je crois que j'ai commencé en 2018 les vidéos. Ouais. Donc voilà. Et mais surtout, et peut-être environ 370 vidéos, mais surtout le KPI, je pense qu'il va illustrer ton propos si tu vas là où je pense que tu veux aller, c'est que ça m'a pris 155 vidéos pour atteindre les 1000 premiers abonnés. Et voilà. Ça s'est accéléré ensuite. Et voilà, exactement. Et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que t'as pas fait ta première vidéo et tout le monde s'est abonné. Et il y a eu donc la fameuse persévérance, tout le travail qui a été fait en amont, dont on voit jamais. C'est-à-dire que la personne qui fait pas de vidéo YouTube, elle sait pas qu'il y a eu 155 vidéos qui ont été faites avant de pouvoir commencer à voir décoller ou on va dire un retour sur investissement entre guillemets. Parce que il y a le chiffre qui est là, il y a 30 000 abonnés, ah bah trop bien, je vais faire pareil. La personne, c'est comme pour les podcasts, la personne il se lance, puis au bout de 10 épisodes, oh bah c'est bon, on arrête. Et il y a toute cette persévérance là, que ce soit dans le boulot, dans le sport, dans Quoi qu'on fasse. ce que vous voulez, où justement il y a tout ce qui est en amont, tout ce qui a été fait en amont, toutes les actions qui ont été faites en amont, et ça paye, mais ça paye. Enfin, c'est anormal que ça paye tout de suite entre guillemets. Ouais. C'est plutôt ça le truc qu'il faudrait mettre en avant, c'est que c'est anormal que ça paye tout de suite, et c'est plutôt normal que ça prenne du temps. Et il faut pas se demander est-ce que c'est possible d'avoir des résultats. C'est toujours quand est-ce que je vais avoir des résultats. Parce que moi j'ai la conviction que n'importe qui peut avoir des résultats s'il n'abandonne pas. Et je prends un exemple, je vais pas le citer parce que maintenant il a percé, alors du coup il a des abonnés, mais à une époque je regardais un mec sur YouTube qui avait encore moins d'abonnés que moi et qui en était à 400 vidéos publiées. Et même moi quand je regardais je me disais putain mais abandonne mec. Et il a pas abandonné et je crois que là il a 1300 vidéos publiées et maintenant il a bien plus d'abonnés que moi. Et pour le vrai, en vrai je suis très content pour lui parce que c'est un gars enfin il mérite chacun de ses abonnés aujourd'hui. Si tu te dis, plus de 1000 vidéos, peut-être 100 000, 120 000 abonnés, bah, ça reste un ratio qui est quand même dur à vivre quand tu y réfléchis, quand tu calcules. Mais maintenant, il a jamais abandonné et pour moi, ça mérite tout le respect du monde. Ouais, 100% d'accord avec toi. Ouais, Ok. exactement. Super intéressant. Donc on résume déjà les 3 premières clés quand on démarre et qu'on veut commencer à s'organiser: matérialiser ou visualiser le temps via un agenda. Google ou éventuellement papier, pourquoi pas, pour les vieux comme moi. Et ensuite, lister, et ça c'est hyper important, je pense, lister les tâches les plus impactantes à faire par rapport à votre objectif. Ça c'est pour moi c'est fondamental. Et j'en vois trop dans les agences là qu'on accompagne, qui vont refaire leur site, qui vont changer le logo, qui vont si machin. Non, fais des trucs impactants pour ton business. Est-ce que ça te rapporte des deals? Est-ce que ça te rapporte des rendez-vous? Est-ce que ça te rapporte des devis? Non. C'est pas parce que tu as un logo qui est pas beau que le mec il va pas signer. Voilà, non mais c'est ça. Une parenthèse là-dessus, c'est que même si tu as envie de refaire ton logo et ton site web parce que j'ai sorti une vidéo où je dis qu'il faut avoir un post-up pour une agence, c'est très vrai, c'est très important, mais Oui, même tout à fait. toutes les heures d'une semaine n'ont pas la même valeur. Par exemple, si tu es du lundi, vendredi, entre 10h et 16h, c'est des heures où tu peux contacter tes clients. Ça, c'est la priorité ultime. Si tu as envie de le faire à 3h du mat, ton site web, fais-le. M'en fous. C'est ça, Mais exactement.
avant on fait la prospection dans les heures qui y sont associées. Ouais, tout à fait. Et après, tu viens greffer éventuellement les tâches un peu de soutien. Enfin, moi, j'appelle ça les tâches de soutien, mais tâches Oui. secondaires, ou je sais pas comment on pourrait appeler Ouais. ça. Effectivement, et là, tu les fais pas dans les heures, dans les heures impactantes au final. Hein. Toujours pareil, dans les heures importantes. 100% d'accord. Et la troisième chose, c'était être discipliné. Et ça, il y a être discipliné, savoir pourquoi on veut faire ça. Et c'est ce why profond, être persévérant, être discipliné. Et puis à un moment donné, enfin, moi, je suis persuadé que tout travail, à un moment donné, finit par payer, dans tous les cas. Alors, il y en a, ça va prendre 1 mois, d'autres 6 mois, d'autres 2 ans. Mais dans tous les cas, à un moment donné, ça finit toujours par payer. Et puis, on peut prendre des raccourcis si on se fait accompagner, si on a des mentors. Voilà. Et là, on peut prendre des raccourcis qui peuvent être intéressants. Et pour que ça paye davantage aussi. Pour que ça paye davantage. Parce que le output va aussi être corrélé à la qualité du input. Donc, c'est-à-dire que selon la qualité de ton action, tu vas avoir plus ou moins de gains à la fin. Il y en a qui vont cravacher comme pas possible et aller à 3 000 € par mois, par exemple, 4 000 € par mois. Et d'autres qui vont cravacher tout autant vont faire 15 000 € par mois. Ce qui aura différent entre les deux, c'est la qualité des actions. Quand je dis qualité, c'est pas forcément péjoratif, c'est simplement, à quel point on dit souvent enfin, dans la physique, plus le levier est long, plus il peut lever lourd, quoi. Bah, là, c'est la même idée, c'est si on devait transposer votre action comme un levier, bah, il y en a qui vont jouer avec des leviers plus courts que d'autres et donc forcément, ça va avoir un impact. Il y en a qui, dans le même temps, vont lever une boîte, enfin, faire une boîte qui va lever 3 millions, la valoriser 30 millions. Pendant que toi, tu amènes ta boîte de 0 à 10 000. Bah, c'est simplement un jeu d'effets de levier et la qualité des leviers que tu utilises. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Ouais. 100%. Donc Précision là, on n'a pas. importante. Ouais, précision importante. On a parlé donc, dans la vie pro. Est-ce que. Tu n'es pas obligé de répondre, mais est-ce que ça peut avoir eu un impact sur ta vie perso? Le fait de te réorganiser, le fait de te dire, OK, maintenant, avant, je faisais 80 heures. Maintenant, peut-être que tu fais peut-être toujours 80 heures, mais de façon différente. Est-ce que tu as vu un impact dans ta vie privée à toi? Est-ce que tu as dû faire des sacrifices? Est-ce que comment ça s'est... Enfin, t'es pas obligé de répondre hein, si tu veux pas répondre, mais Non, mais je vais répondre avec plaisir. comment ça s'est passé pour toi par rapport à ça? Bah, vous connaissez tous les 2 aussi un petit peu de ma vie perso, donc du coup, vous allez voir où je veux en venir. Mais alors la 1re réponse qui pourrait être la réponse un peu, tu vois, qui serait liée à la bienséance, c'est que, bah, grâce à ma productivité, j'ai pu avoir plus de temps pour, mes activités personnelles, le sport, ma vie de couple et cetera. Ça bon, ça reste un fait, je veux dire, si tu gagnes plus si tu plus productif au travail, tu as plus de temps pour le reste. Ok. Maintenant, la réalité de la réalité, j'ai envie de dire que c'est que j'ai jamais fait de distinction entre vie pro et vie perso. Je ne crois pas à l'équilibre vie pro, vie perso. Pour moi, c'est une aberration. Et du coup, je fais aucune distinction entre les deux. Pour moi, mes tâches professionnelles, c'est des tâches parmi d'autres dans ma journée, au même, et du coup, ça peut sembler un peu cynique, mais au même titre que si je dois aller au cinéma avec ma copine ou aller faire du sport, c'est 3 tâches différentes qui représentent 3 blocs d'heures dans ma journée. Et les 3 doivent être respectés. Parce que pour le coup, c'est pas l'un après l'autre. J'ai fait la tentative en arrêtant complètement le sport pendant quelques années, j'ai vu l'impact sur ma santé. C'est tout ce qu'il faut éviter parce qu'après une mauvaise santé va impacter aussi le côté professionnel, vie sociale et cetera. Donc bref, autant dire que personnellement, je fais aucune distinction et du coup, ce que j'ai pu apprendre sur le côté pro, le fait de mieux réfléchir pour avoir de meilleures actions, bah, ça s'est transposé immédiatement sur tous les autres aspects de ma vie, y compris le sport, la vie sociale, en prenant de meilleures décisions sur les gens que j'allais voir. Si j'avais 2 heures de disponibles pour aller voir quelqu'un, qu'est-ce qu'on va faire ces 2 heures pour qu'elles soient optimales en termes d'expérience? Au niveau du sport, bon, bah, j'ai que par exemple 2 heures dans ma journée ou 1 heure dans ma journée. Qu'est-ce que je peux faire comme activité sportive qui va optimiser le bénéfice de ce sport sur ma santé? Et c'est comme ça que alors oui, ça au début, on peut dire c'est un peu prise de tête de penser à tout ça, mais en fait, très rapidement, tu te crées tes routines et comme je disais plus tôt, la discipline pour moi, c'est la clé de la réussite. Donc une fois qu'on a nos routines, on n'a plus qu'à se fier à la discipline, on n'a plus besoin de réfléchir. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé à des choses comme, bah, par exemple, marcher 2 heures par jour sur mon tapis, face à mon bureau, donc un tapis intérieur, hein, tapis un walking pad comme ils appellent ça, que je mets en dessous de mon tapis, de mon bureau debout et puis je marche 2 heures en travaillant. C'est la première chose que je vais faire pour ma santé dans la journée. Grâce à toi, j'ai acheté ça. Hein. T'aimes bien? Ouais, c'est cool. Et la deuxième activité sportive, je vais me mettre 1 heure, genre plus intense, genre 1 heure de padel avec des potes ou 1 heure de course à pied ou autre, ou muscu, un truc un peu plus intense, que la marche. Ça, c'est 2 choses qui ont été définies et qui ne me quittent plus depuis 2 ans, 3 ans maintenant et pour lesquelles je réfléchis pas.
Et pareil pour mes proches, je sais que je vais aller un certain nombre de fois par mois dans la ville où il y a mes parents et je sais ce que je vais y faire quand j'y vais pour être sûr que tout est exploité au plein potentiel. Ok, super intéressant. Est-ce que tu dirais que du coup, c'est devenu des non négociables dans ton agenda? Oui, 100%. C'est pour moi, la discipline est un non négociable. Donc quand je parle de discipline, finalement, c'est un bon terme de dire que c'est non négociable, carrément. Ok. Ok. Et donc, quand tu t'organises un petit peu, pour toi, chaque bloc de temps que tu places, du coup, c'est un bloc de temps que tu as réfléchi en amont et qui donc est non négociable. Que chaque bloc de temps, en fait, tu vas lui accorder la même importance. Oui, je vois, comme tout le monde, j'ai 2 ressources, mon temps et mon argent. Je réfléchis quand je dépense de l'argent, donc je réfléchis quand je dépense du temps. Ok, super intéressant. Et à Bien, ça. nouveau, non mais c'est super d'avoir ça parce que bon, moi je suis comme toi, je suis convaincu que l'équilibre pro-perso il n'existe pas. C'est un mythe. Il y a un déséquilibre temporaire, c'est sûr. Après, quand il y a un déséquilibre trop d'un côté ou de l'autre, c'est peut-être plus un problème d'organisation après. Mais en tout cas, l'équilibre il n'existe pas. Et très souvent, tiens, si jamais, admettons, tu as prévu de faire ton sport 13h à 14h, par exemple, et que là, tu as un rendez-vous client, le gars il te dit, à 13h, 14h, donc le moment où tu as ton bloc de sport, je peux ici. Est-ce que tu lui dis oui ou est-ce que tu lui proposes une autre journée ou est-ce qu'à ce moment-là, tu dis oui, t'enlèves ton bloc de sport et tu le replaces quelque part ou tu le replaces jamais? Comment tu t'organises par rapport à ça? Bonne question. Honnêtement, ça va passer par plusieurs caps de réflexion. La première chose, c'est qui ce client? Est-ce que c'est un gros client? Est-ce que c'est un client que je veux? Parce que forcément, il y a une priorisation aussi. Si c'est un meeting client avec un client que je veux signer, qui est dans mon cycle de vente depuis longtemps, qui représente beaucoup pour moi, ou même si c'est juste un rendez-vous avec un éventuel investisseur ou partenaire dont j'ai besoin pour l'avenir de mon business, je vais le prioriser à 1 heure de marche, tu vois? Donc oui, si vraiment c'est très important à mes yeux, donc non pas urgent, mais important à mes yeux, je vais le faire entrer dans mon agenda à la place de ma marche, par exemple. Ou alors, hem et ça pour le coup, je vais vous donner un exemple typique, mais moi j'ai une discipline qui est de faire au moins 15 000 pas par jour et je n'accepte pas dans mon agen dans mon iPhone, qu'on va dans l'appli santé, je regarde ma moyenne journalière, de la semaine, mensuelle. Tu verras pas un mois où il y a pas marqué 15 000. Là, à la fin de mon année, c'est marqué 15 000. Et donc, si par exemple je suis, ça c'est un true story là, si je suis à la fin de mon mois et je sais que le client ou le gars qui me demande un rendez-vous va me niquer mon objectif, je vais lui proposer de faire le meeting en marchant au Vieux-Port. Je vais lui dire: «Bah, viens, on va au Vieux-Port de Montréal et on fait 1 heure de marche ensemble et on discute en marchant». Et je le fais de plus en plus souvent parce que des fois j'arrive pas à choisir, donc je mets les 2 ensemble. Et quand c'est pas possible, du coup, et que c'est un client, alors si c'est pas quelque chose de trop important, je vais garder ma marche et je vais faire sauter le truc, je vais lui dire plus tard, un autre jour. Si c'est trop important, je fais sauter ma marche si c'est pas possible autrement et je fais ce rendez-vous. Mais ce que je fais, c'est que je mets ma marche plus tard dans la journée. Je prends la marche comme exemple, ça peut être vrai pour autre chose, hein. Quitte à me, coucher plus tard ou surtout, moi, j'ai toujours un sas, c'est-à-dire une de mes passions dans la vie, c'est séries et les films, tu vois? Enfin, j'adore ça. Du coup, tous les soirs, j'essaie de me faire au moins 1 heure de film ou de série. Si j'ai pas réussi à faire mon heure de sport, de marche ou quoi dans la journée, bah, je vais faire sauter mon plaisir du soir, donc je fais sauter mon film pour aller marcher à la place. Ou alors je vais marcher sur mon tapis en regardant mon film. Mais il y a toujours quelque chose je vais toujours y aller dans l'ordre, c'est en cascade de Ouais, priorité, en fait. super Ouais, important. c'est ça. Et C'est du coup, que ça même revient. dans la... Non, pardon, non, j'allais juste dire qu'en fait, même dans la gestion de l'imprévu, il y a une phase de réflexion, même courte. Tu vas pas bêtement dire oui parce que c'est un client et que potentiellement il peut ramener de l'argent. Il y a quand même une phase de, alors attends, qui est ce client? Combien est-ce que potentiellement il peut me rapporter? Ou est-ce que je le place dans ma petite hiérarchie de prio et d'objectifs? Et tu prends ta décision en fonction de ça, quitte à sacrifier certaines choses, quoi. Et on s'entend que c'est une réalité d'aujourd'hui. Quelqu'un qui nous écoute, qui est entre 0 et 5 000 par mois, putain, va voir ton client, va pas marcher, tu vois? C'est Exactement. une question de priorité aussi, dans le contexte. Et c'est ça qui est terrible moi j'appelle ça les gourous de la productivité, c'est que oui, euh, toutes les méthodes fonctionnent, mais en fait ça dépend aussi d'où t'en es dans ton business. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, si tu as besoin d'aller signer un site à 3 500 ou à 5 000 balles, et que tu dis, bon non, je préfère aller marcher et que t'as pas fait ton chiffre du mois,
effectivement, ou alors tu te trompes peut-être de priorité. Après, c'est peut-être pas la priorité, mais en tout cas, on est d'accord que il faut y aller. Par contre, quand tu es déjà un peu installé, quand tu es déjà stable, effectivement, si c'est un client important, bon bah là, tu vas peut-être un peu chianter le truc et le repousser. Mais si c'est un client sans plus ou si la chose n'est pas forcément plus importante que ça, on est d'accord que le non négociable devient prioritaire sur l'imprévu entre guillemets qui arrive. Exactement. Et en fait, ça revient vraiment au point que je disais tout à l'heure que je fais pas de différence entre vie pro et vie perso. C'est-à-dire que pour moi, les objectifs et les tâches sont aveugles à la nature de la tâche. C'est-à-dire que ce soit une tâche de santé, une tâche liée au sport, une tâche sociale, parce que j'appelle ça des tâches, mais on s'entend, c'est des blocs d'heures, quoi. Euh, pour moi, que ce soit sport ou santé, il n'y en a pas un plus important que l'autre. Tous vont ensemble. Donc, j'efface complètement la nature de ces tâches. C'est vraiment, est-ce que ce que je m'apprêtais à faire m'amène à mon objectif? Si et est-ce que l'imprévu qui arrive va m'amener à un de mes objectifs encore plus vite que cette tâche qui était prévue à la base? Si la réponse est oui, j'y vais, peu importe la nature de la tâche. Donc, c'est vraiment une question de quelle est l'action qui a le meilleur effet de levier pour moi, peu importe la nature. Ok. Je trouve que c'est une bonne façon de voir et de présenter les choses parce on l'envisage, on l'illustre en fait rarement de cette manière-là, d'oublier la nature de la tâche, comme tu le dis. Et finalement, c'est beaucoup plus rationnel, je trouve, comme façon de faire. C'est-à-dire, bah, j'ai des objectifs, on s'en fout, qu'ils soient perso, pro, santé. Voilà, il y a des choses que j'ai envie d'atteindre. J'ai ma liste d'actions pour le faire. J'y vais et j'oublie que c'est pour telle ou telle chose. Et finalement, chaque bloc de temps que je mets, bah, a son importance. Je remplis pas mon calendrier avec de la merde. Du coup, je pense que ça permet aussi de bien le tenir parce que tu sais que quand il y a un truc dans ton agenda, c'est pas un truc que bon, c'est pas grave, tu peux te déplacer, annuler, sur lequel t'es flex. C'est que chaque chose est hyper importante. Ouais, et je tiens juste à préciser une chose, c'est que pour ceux qui pensent que le fait de s'imposer le sport et le social en plus du business, c'est une question d'équilibre vie pro, vie perso, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que c'est pas une question d'équilibre pro ou perso, c'est une question de performance générale. C'est-à-dire que pour avoir eu des phases où je voyais personne, pour avoir eu des phases où je faisais pas de sport, je peux vous garantir une chose, il n'y a pas d'entrepreneur capable d'avoir un grand succès s'il est misérable physiquement ou misérable socialement. C'est ton bien-être psychologique et qui va créer ton mindset, ton état d'esprit capable de performer et c'est ton état d'esprit de performance qui t'amène à avoir des résultats. Donc forcément, si tu prends pas soin de ces 3 sphères principales et puis spirituelles aussi pour certains, je sais que moi je suis pas dedans, mais pour d'autres, c'est une 4e sphère qui est importante. Hem, voilà, si tu prends pas soin de toutes ces sphères-là, même le business, même ta rentabilité pure, l'argent que tu vas faire rentrer, bah, ça va descendre. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est nous ce qu'on appelle les fameuses sphères de vie. Et là, c'est pareil. Moi, je vois, il y a l'année 2024-2025 a été assez compliquée d'un point de vue perso. Ça a tout de suite impacté le pro parce que j'ai arrêté le sport. Voilà, il y a eu des trucs que j'ai eu du mal à gérer personnellement. Et ben, mais sans pitié, quoi. C'est-à-dire que je me sentais mal. Alors là, j'ai commencé à reprendre le sport et tout, ça va mieux, mais j'avais coupé le sport. Je me t'ai remis du coup un peu à bouffer, un peu comme on dit, on bouffe les émotions, etc. Parce que dans le perso, ça allait pas forcément très fort. Et derrière, eh ben, dans le pro, ça a un impact forcément sur le pro. Et inconscient ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, boum, il y a eu une dégringolade. Et j'ai mis un petit peu de temps à un moment donné à stopper la descente, mais ça m'était jamais arrivé quand je faisais mes séances de sport, quand j'étais, on va dire, bien, entre guillemets, que je voyais mes potes, que j'avais ma femme, mes enfants, etc., que tout était bien huilé entre toutes les différentes sphères. Et il suffit qu'il y ait une sphère qui saute, et ben ça peut faire très très mal. Ouais, 100%. Et ça, c'est... Ouais. Exactement. Bah, je pense que c'est commun à n'importe quel entrepreneur parce qu'il y a toujours, en fait, en tout cas quand tu travailles dans nos métiers où t'as pas peut-être une boîte physique à l'extérieur, tu peux le faire de chez toi à ton bureau, dans le même endroit où tu vis. Tu peux pas scinder. On n'est pas des robots. Tu peux pas machinalement complètement couper. Donc tout est forcément lié. S'il y a un truc qui se casse la gueule, ça risque d'entraîner les autres. Et puis, bah, d'où je trouve que ça remet l'importance sur le premier point que va l'emmener la réflexion, c'est que quand tu te sens un petit peu justement, comment on peut dire ça, submergé, bah, c'est peut-être le moment de faire le point sur tes sphères avant qu'il y en ait une qui se casse la gueule sans que tu le maîtrises et qu'entraîne tout le reste. Toi, choisis. Dis, OK, là, ça va pas.
termes de prio, là, je m'en sors plus. Donc, il y a une sphère que je réduis un petit peu. Je vais passer, donc ça se traduit juste passer moins d'heures sur tel point. Et donc, par rapport à tes priorités, si l'objectif absolu, là, c'est d'atteindre un certain chiffre dans ta boîte, par exemple, ou un certain, je sais pas, niveau de santé pour se remettre en forme, et ben peut-être que tu vas passer un petit peu moins de temps à regarder des films le soir, comme tu disais, Val, ou X truc. Ouais, Mais voilà, toujours, on est les toujours fameux obligé finalement sacrifices, de réfléchir. Ouais, les fameux sacrifices que vous aviez évoqués au début, bah, ça se matérialise comme ça en fait. C'est la baisse exactement. d'une sphère au profit d'une autre. Exactement. Et justement, puisqu'on en parle, je vous rappelle, on a également la possibilité de vous offrir 2 cadeaux, j'allais dire exceptionnels, mais qui sont en tout cas très intéressants pour gérer votre temps, votre organisation, pour en prendre conscience. C'est la cahier de la gestion du temps avec des exercices ludiques, fun, marrants, et qui vont vous aider en fait à identifier les différentes problématiques et pourquoi surtout vous êtes comme ça par rapport au temps. Et on a aussi le webinaire qu'on a tourné avec Kevin et qui fonctionne très très bien. On a des très très bons retours dessus. Et c'est pareil, vous verrez la différence entre le mode hard life, le mode smart life, comment s'en sortir, comment réussir à baisser sa charge mentale avec des actions très simples, tout simplement en prenant conscience de tout ça. En tout cas, vous pouvez le télécharger, c'est totalement offert. Donc, il doit y avoir un lien autour de ce podcast. Et puis, on se retrouve derrière l'écran et on continue l'épisode. Pour faire un peu plus d'humour, si tu dois choisir entre faire le ménage où c'est le bordel dans ton appart ou regarder un film sur Netflix, qu'est-ce que tu choisis si t'as pas le temps de faire les deux dans la soirée? Je vais faire c'est quoi? Je vais faire le ménage. Ah ouais? Ah ouais. Mais en fait, parce que je vais choisir. En gros, je mets beaucoup d'importance à mon environnement. Voilà. Tu vois, c'est drôle parce que ça part de l'humour, mais en réalité, tu amènes un point qui est super intéressant, qui est la qualité de l'environnement. Parce que, Exactement. Ouais. tu vois, par exemple, là, on est à la début d'année. Comme tout le monde, j'ai bien bouffé pendant les fêtes. Et là, j'ai 2-3 kilos de rétention d'eau à virer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je sais qu'il faut booster le potassium, réduire le sucre, etc. Bref, donc, dans mon placard, j'ai jeté tout ce qui allait pas m'amener à cet objectif-là. Et j'ai été faire mes courses pour n'acheter que ce qui va m'y amener. Génial. Et donc, je prends cet exemple-là pour dire que, en fait, tout à l'heure, je disais un peu, bon, il faut avoir de la discipline et ne pas avoir d'état d'âme. C'est vrai, mais après, il faut pas être bête, il faut pas se créer un environnement qui met notre mental à l'épreuve chaque minute de la journée. Faut se créer un environnement qui va nous aider, parce Ouais. que si tu me fous des Ferrero sur la table, bah, moi aussi, je vais craquer. Ouais, c'est clair. Donc, au bout d'un moment, voilà, faut se créer l'environnement dont on a besoin. Et du coup, tu vois, typiquement, je sais que je vais davantage souffrir de me réveiller le matin dans mon appartement en bordel Ouais. avant de me mettre à travailler, et j'aurai pas le choix que de le ranger avant de travailler efficacement, que je vais prendre de plaisir à regarder une série. Donc, je vais privilégier l'élimination de ce mal-être plutôt que d'essayer d'avoir une gratification immédiate. Et en plus, je suis sûr que derrière, tu seras content de l'avoir fait. Oui, Ouais. t'as quand même une satisfaction de l'avoir fait. Et il n'y a pas plus grande, genre vraiment dans les grandes satisfactions, j'ai plusieurs jours où dans la journée, j'ai pas le temps de faire mes 15 000 pas, et je sacrifie ma série pour aller marcher, et ben je vais me coucher encore bien plus heureux que si j'avais regardé Ouais. l'épisode de plus. Exactement. J'adore atteindre un objectif juste avant minuit, par exemple, parce que je me dis, ah, je l'ai fait, je Ouais. suis capable. Et quand tu t'endors en te disant, je suis capable, et ben tu te réveilles en te disant, je suis capable aussi, Ouais. et tu fais une très belle journée derrière. Ouais, 100% d'accord avec toi. Donc, c'est-à-dire que même dans la vie de tous les jours, alors des fois on n'en a pas conscience, mais on a toujours des actions qu'on priorise par rapport à d'autres. Oui. Et ce qui est, toi, quand tout à l'heure je disais qu'on prend la décision de faire une action pour le mois du futur, c'est exactement ce que tu as illustré, c'est-à-dire que tu sais que le lendemain matin, ça va te faire chier de te lever et que l'appart il soit au bordel, et donc tu dis bah non, ça je veux pas, donc du coup je range maintenant, comme ça demain, mon mois du futur, il sera content quand il va se lever. Parce qu'on n'est pas obligé de parler du futur dans 3 ans. Hein. Ça va être Ouais. du futur juste le lendemain. Oui. Ou dans 2 heures, hein, quand tu veux pas faire une Oui. séance Oui. de sport Oui, et que finalement exactement. tu l'as faite, 2 heures après, t'es très content de t'être bougé le cul et d'y être allé. Ah, 100%. Ouais, je crois beaucoup à la notion des valeurs profondes. C'est aussi pour ça que très souvent, quand je parle avec des entrepreneurs en démarrage qui me disent je veux faire ci, je veux faire ça, je vais surtout poser des questions plus générales sur leur vie, sur leurs choix, sur ce qu'ils ont fait dans le passé. Et à partir de là, je vais peut-être avoir une première conclusion très personnelle. Je vais pas le dire, mais j'aurai une conclusion des valeurs profondes de cette personne et j'aurai une idée de est-ce qu'elle va y arriver ou pas. Parce que pour moi, en fait, on parle de discipline, on parle de se créer un environnement. Bon, en réalité,
Tu peux très vite savoir ce qui est important pour quelqu'un en regardant son agenda, en regardant son appart, en regardant son compte bancaire. Tu sais déjà ce qui est important pour cette personne. Et si dans ce qui est important pour cette personne, tu ne retrouves rien qui va l'amener au résultat qu'elle souhaite, par exemple être plus fit ou faire plus d'argent ou autre, tu sais que ça va être très compliqué pour cette personne, plus que pour Mm. quelqu'un d'autre. Donc pour moi, la clé d'une bonne orga et des résultats, donc c'est tout ce qu'on a dit au niveau de la gestion du temps, Ouais. c'est savoir prioriser, c'est avoir la discipline, c'est de se créer l'environnement qui va nous aider à discipliner plutôt que de souffrir de cette discipline. Yes. Et c'est aussi avoir des valeurs profondes qui sont corrélées avec ce qu'on veut aller chercher. Ouais. Quand tu parles de valeurs profondes, qu'est-ce que tu entends par là? Ce que je veux dire par là, c'est que si tu me dis je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche, mais que je t'ai jamais vu, ou même, bon, on peut pas le savoir de l'extérieur, donc si tu te dis à toi-même je veux être riche, je veux être riche, mais qu'en 2 ans, t'as jamais réellement lu un bouquin, t'as acheté des bouquins sur comment faire de l'argent, mais tu l'as jamais lu, t'as regardé des vidéos, tu les as jamais appliquées, t'as dépensé tout ton argent au lieu de l'accumuler, tu vois, tout ça, c'est des actions qui montrent que tu veux pas être riche. Tu veux de l'argent parce que t'en manques. Ouais. Tu veux pas être riche. Comme de dire je veux être fit pendant que tu fumes ta clope et que tu vas bouffer un Ouais. McDo. Bon bah ok, on a tous droit à un McDo, pas à la clope, mais à un McDo de temps en temps, on a tous droit. Mais je veux dire, euh, en soi, à chaque fois que tu y vas, tu trahis ta valeur profonde. Ouais. Donc je suis peut-être un petit peu dur dans cette idée-là, mais moi j'y crois parce que techniquement, bah, à titre personnel, j'adore bouffer. Mais je sais que, mais du coup, par exemple, les fast-food, je sais que ça va à l'encontre de ce que je veux. Ça doit faire 2 ans que j'y suis pas allé. Et je m'en sens très bien. Bref, donc c'est pour dire que les valeurs profondes, c'est ce que tu fais réellement et face à ce que tu penses Ouais. vouloir. Ouais, entre ce que je veux et les actions que je mets en place, en fait. Ouais. C'est fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Pas ce que je fais. Et si j'appelle ça des valeurs profondes, c'est parce que souvent c'est de l'inconscient. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je dis que profonde, dans le sens où c'est souvent lié à l'inconscient. C'est que t'as pas conscience que tu n'économises pas, t'as pas conscience que tu n'as pas lu le livre que tu as acheté, tu vois. Euh, donc c'est vraiment quel est ton comportement instinctif. Ok. C'est génial. Super. J'aurais Ouais. trop aimé continuer cette discussion. Je sais que tu dois partir dans 5 minutes. Ouais. Est-ce que tu as d'autres on va dire, suggestions ou conseils pour atteindre les 5 chiffres grâce à une meilleure orga, une meilleure gestion du temps ou une conclusion un petit peu sur... Ouais. Je dirais que, en fait, je reviens sur l'environnement. On en a parlé un peu en surface, mais je veux juste rementionner à quel point c'est important de se créer l'environnement qui va t'aider sur tous les autres points, que ce soit la gestion du temps, la discipline ou autre. Et pour ça, on l'a dit avec le sport, on a rigolé avec les Ferrero sur la table. Et pour le business, pour revenir au business et aux 5 chiffres par mois, c'est la même chose. Ce qui va t'aider à avoir les 5 chiffres par mois le plus vite possible, c'est de t'entourer de gens qui l'ont déjà fait, t'entourer des gens qui sont en train de le faire. C'est de t'entourer de ressources. C'est-à-dire que, par exemple, si tu dois avoir, je sais qu'il y a plus grand monde qui lit le soir, mais moi j'ai des livres sur ma table de nuit. Bah, si tu as 4 livres sur ta table de nuit, mets 4 livres qui parlent de business et de comment faire 5 chiffres par mois au lieu de 4, enfin, au lieu de mettre Harry Potter, tu vois. Donc c'est de designer l'intégralité de ton environnement dans le cadre de ton objectif. Et ça veut aussi dire, un truc moins fun, c'est de choisir avec qui tu passes du temps et avec qui tu arrêtes d'en passer. Ouais. Parce que forcément, comme on le dit depuis tout à l'heure, il faut choisir son temps. On vient de dire qu'il faut s'entourer de gens qui ont fait tout ça. Ça peut vouloir dire aussi qu'il faut passer moins de temps avec des gens qui sont... Alors ça veut dire qu'il faut renier tous les gens qui font pas de business autour de nous, mais en tout cas, il faut mieux choisir ceux avec qui on veut passer du temps. Et il y en a peut-être qui ne vous apportent absolument rien de positif et qui vont Exactement. simplement virer de l'agenda. Ouais. Donc voilà, intégrer, que ce soit les ressources, les objets autour de vous, votre temps, les gens, faut tout designer en se posant la question froide, est-ce que cet élément m'amène vers mon Ouais, objectif? c'est ça. Et Est-ce que ça sert mon objectif? exactement. Et je vais prêcher pour ma paroisse, mais par exemple, nous, on propose un coaching qui est AGS avec lequel on accompagne les freelances et des agences dans l'atteinte de leur objectif, notamment pour aller chercher les 20 000 euros par mois, ce qui est un peu le premier gros palier, on va dire, parce que c'est un peu ce que je considère être le maximum que tu puisses faire tranquillement en étant seul, tranquillement entre guillemets. Euh, Bon, bah, quand tu rejoins un coaching comme ça, tu te retrouves immédiatement face à des gens qui ont fait ce que tu veux faire. Tu te retrouves immédiatement dans des groupes avec d'autres gens qui sont en train de faire ce que tu veux faire et aussi d'anciens élèves qui ont fait ce que tu veux faire. Bah, forcément, tu vois, en un seul investissement, tu viens de... Et donc là, je fais ma promo, mais parce que j'y crois réellement. En un seul investissement, tu viens déjà de matérialiser un environnement qui va t'aider à aller vers ton objectif. Tout à fait. Si en plus, à côté de ça, tu mets en place tout ce qu'on a dit précédemment,
bah, tu n'as plus aucune raison de ne pas avoir de résultats. 100% d'accord avec plus toi. lâcher. Ouais. 100% d'accord avec toi. Carrément. Et pour le coup, AGS, c'est vraiment top. Ouais, je finirai sur, on ne demande pas à un pauvre comment devenir riche. C'est un peu ça le truc. Ouais. Donc. Exactement. Non mais c'est vrai. Et il y a un truc qui se fait naturellement, c'est le changement de. Enfin, je trouve qu'il y a un truc. En fait, forcément, moi, je suis d'un milieu modeste et j'avais toujours entendu les riches, c'est des connards, ils sont entre eux, etc. Et en fait, il y a un truc dont je me rends compte, c'est que ça se fait. C'est vrai, en fait. Tout ça, c'est vrai. Mais c'est pas que c'est des connards, mais qu'ils sont entre eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les valeurs. En tout cas, j'espère qu'on n'est pas des connards. On n'est pas encore riches, hein, ça va. Non, mais en vrai, c'est parce que les gens qui ont un certain succès ont des valeurs qui sont communes. Que ce soit des gens, on dit toujours, ouais, les gens qui ont du succès en business ou en sport ou quoi que ce soit sont tous ensemble. Parce que la base de tout ça, c'est d'avoir des valeurs communes extrêmement fortes Bien sûr. et une valeur de travail extrêmement forte. Et forcément, ça vient vous dissocier d'autres personnes qui ont un peu moins cette valeur. Et donc, c'est pour ça que naturellement, je parlais de l'environnement, c'est pour ça qu'aussi naturellement, l'environnement social va se transformer un peu. Vous allez avoir tendance à vous rapprocher de plus en plus des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Et forcément, ça va avoir tendance à être des entrepreneurs, des sportifs, etc. Exactement, 100% d'accord avec toi. Merci beaucoup, Val, je sais que tu dois y aller. Ouais, merci pour ton temps, merci pour tous ces bons conseils. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Merci à vous deux, et on en fera d'autres. Si vous êtes chaud, on en fera d'autres. Là, c'était une petite première, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ouais, carrément. Je t'écouterai pendant des heures. Ouais, je pense que t'as encore pas mal de trucs à partager. Ouais. Donc ouais, puis c'est intéressant d'avoir les points de vue d'entrepreneurs, tu vois, qui sont passés déjà par toutes ces étapes. Là, tu t'es pas étendu sur tout ton parcours, mais on peut en témoigner. Puis alors moi notamment un peu, mais j'ai vu les heures que tu faisais, j'ai vu pas mal de choses en interne. Donc c'est bien d'avoir cette expérience là et du coup de profiter des erreurs que tu as pu faire ou des remises en question que tu as déjà eu, quoi. Du coup, quand on commence, la semaine des 4 heures, elle existe pas, on est d'accord? Non, ça va être compliqué. Et même quand tu termines, à mon avis. On est d'accord. Ça, c'est à oublier. Et en tout cas, merci beaucoup, Val. Merci Pascal. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous deux. En tout cas, merci pour l'invitation. Et puis au plaisir de revenir creuser davantage les échecs. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Carrément. Merci Val. Valentin. À bientôt. À bientôt. C'était super de recevoir Valentin. Ça faisait un moment là en plus qu'on avait envie un peu de l'inviter et de faire cet épisode ensemble. Donc c'était vraiment très cool d'avoir le point de vue. Comme je le disais juste avant, mais de quelqu'un qui est à ce niveau-là, on va dire, dans le business, qui est passé par toutes ces étapes, tous les questionnements, toutes les petites galères qu'on rencontre avant d'en arriver là, et qui a un point de vue aussi très rationnel en fait de la chose, je trouve. On entend rarement parler de productivité de manière aussi rationnelle et mathématique, je trouve. Et c'est ce qu'il faudrait, parce que les émotions nous faussent, nous biaisent là-dedans. Exactement. Donc c'était très cool. Alors du coup, il y a pas de miracle, hein. Ça passe par les points un petit peu clairs qu'il a présenté, les points clés qu'il a présentés. Je sais pas si tu as envie de les résumer. On peut les résumer rapidement. C'est tout simplement matérialiser ou visualiser en tout cas le temps que vous avez grâce à votre agenda, soit un agenda numérique, un agenda à papier, peu importe. Également, placer. Pour moi, c'est un truc hyper important, c'est placer des tâches impactantes, des tâches qui servent votre objectif et pas des tâches qui ne servent à rien ou en tout cas qui vont vous ralentir ou vous faire procrastiner, même si inconsciemment vous dites ça pourrait être pas mal quand même, etc. Et ensuite, des tâches d'impact dans le calendrier. Exactement. Et ça, ces tâches d'impact-là, vous allez pouvoir le retrouver justement dans notre cahier de gestion du temps, dans le webinaire qu'on a fait avec Kevin, que vous allez pouvoir télécharger totalement gratuitement. C'est offert, full valeur. Vous pourrez le faire. Il y aura un lien autour de cet épisode, de cette vidéo. Et puis, il a dit également le troisième point, c'était la discipline. La discipline. Hyper important. Qui va passer par votre why, qui va faire, considérez-vous juste comme un salarié de votre boîte, faites ce que vous avez à faire, mais une fois que l'analyse a été faite et que les tâches d'impact ont été placées dans le calendrier, les tâches leviers, comme Val disait, la discipline de simplement suivre en fait ce qu'on a prévu. Et exactement. Et ce sera intéressant dans un prochain entretien avec lui
de voir la différence entre la personne qui a envie de rester à 15-20 000 balles par mois, parce qu'il y en a, j'en ai fait partie, et j'en fais toujours partie pour l'instant, et ceux qui ont envie d'aller scaler, pour voir justement quelle est la motivation de rester à 15-20 000 et quelle est la motivation à aller plus vite dans l'organisation, quel est le why différent, ça pourrait être hyper intéressant de parler, parce que je ne sais pas si ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont au niveau de business de Val, je pense que la majorité non, plus aux alentours, voilà, soit ils démarrent leur activité, soit ils sont salariés et ils ont peut-être une envie d'être entrepreneurs, voilà, ou alors juste, de toute façon, l'environnement, l'agenda, les tâches, la discipline, qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, peu importe, dans la vie pro, dans la vie perso, c'est les mêmes bases. De toute façon, c'est les mêmes choses. Donc, ce serait super intéressant aussi derrière de parler de ça. Mais c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir son avis à lui qui est passé vraiment par toutes les étapes. Et simplement pour vous montrer que voilà, après, vous choisissez le chemin que vous voulez, mais il y a ces 4 clés principales. Et du coup, on se sort de la semaine de 4 heures. Hein. Exactement. Voilà, on oublie un peu cette idée-là. C'est un peu utopique. On se concentre déjà sur les objectifs avant de penser à ça. En fait. Voilà, exactement. Peut-être qu'un jour vous y arriverez ou c'est possible, mais ça dépend aussi ça dépend de pas mal de choses. Et quand on démarre, exactement. En tout cas, vous pouvez justement retrouver le cahier de la gestion du temps, le webinaire en téléchargement totalement offert. Vous allez apprendre aussi également pas mal de choses sur ce qu'on appelle les pilotes clandestins, sur justement la gestion des priorités, sur le time blocking, sur comment gérer son agenda, etc. Il y a plein d'exercices hyper sympas à faire. Et le puis webinaire, hyper ludique aussi. Voilà, exactement. L'idée, c'est pas juste des exercices comme à l'école. Non, c'est que ça reste quand même ludique et que qu'on trouve ça un peu fun à faire. Tout à fait. Et donc, pareil sur le webinaire, vous verrez le hard life, le smart life, comment faire, comment prendre les premières actions. C'est pas des actions qui sont très compliquées à faire, mais qui peuvent vous coûter un petit peu d'énergie. Donc voilà. Et ça, faut réussir à passer au-dessus de ça, justement, par rapport à ces actions-là. Écoute, pour moi, je crois que on a fait le tour. On a fait le tour. C'était super intéressant. Et puis, vivement le prochain. Voilà, donc. En tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous jusqu'à maintenant. Un bon début d'année, encore une fois, un très bon début d'année, meilleurs vœux. Alors bon, surtout si vous écoutez l'épisode en janvier, mais même si vous l'écoutez plus tard, meilleurs vœux quand même. Hein. C'est juste que ce sera moins dans le contexte. Et puis Pascal, je te propose qu'on se retrouve sur le prochain épisode. Ouais, tout à fait. Prochain épisode. Et puis, ou entre-temps, vous allez sur obt-gestiondutemps.com. Vous avez tous les épisodes de podcast ou sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et tout. Ils y sont aussi. Il y a plein de petites astuces comme ça qu'on vous donne pour améliorer votre organisation, votre productivité, entre guillemets, mais surtout pour que votre temps ait de la valeur et que vous sachiez l'utiliser correctement et que votre charge mentale, quelque part, elle baisse. Voilà pour ça. Écoute, moi je te dis à très bientôt, Kev, à très bientôt à tous. Allez, salut tout le monde, à bientôt. Ciao.